Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce 2 janvier 2023, et oui, c'est la première quotidienne de l'année, et bonne année à tous ceux que je n'ai pas eu en commentaire, que je n'ai pas vu sur le Discord, ou que vous n'avez pas encore regardé la vidéo d'hier ou les vidéos d'hier. Donc j'espère que vous allez avoir une très bonne année 2023. J'espère que l'on va avoir une très bonne année 2023 tous ensemble sur la macroéconomie, sur le Bitcoin. Je vous ai fait notamment la vidéo du dimanche où je vous ai parlé des évolutions crypto. Je vous invite à aller la regarder. Et on va commencer comme d'habitude notre quotidienne par un tour de l'actualité. Tour de l'actualité qu'on va suivre après par une analyse technique. Avant de commencer, on n'oublie pas, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple, likez et partagez, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On commence tout de suite le tour d'actualité avec un petit tweet très simple de Nader qui nous propose un tutoriel de 5 heures pour pouvoir apprendre à développer avec Lens Protocol. Lens Protocol qui est vraiment soutenu par le protocole AAV et qui permet de construire un réseau social décentralisé, donc très intéressant, et je trouve que toutes les ressources qui ont été données sont très bien faites, et ça permet vraiment d'avoir une vision totale de comment développer un réseau social avec ce protocole de façon décentralisée, et je pense que c'est un bon, en tout cas, tutoriel pour ceux qui viennent du Web 2 pour comprendre exactement comment ça fonctionne. On continue avec les nouvelles, avec notamment The Block, qui nous parle de 3,5 milliards de dollars de FTX Assets, donc c'est-à-dire des sous ou des actifs des anciens utilisateurs de FTX. Et quand on regarde un petit peu, il semblerait qu'ils soient bloqués aux Bahamas avec justement un lock dessus, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de fonds à pouvoir être retournés, mais qui sont bloqués tant que le tribunal aux Bahamas ne décide pas que ça change. Donc ça c'est très important parce qu'on a le chapitre 11 et toutes les différentes procédures qui sont effectuées non pas aux Bahamas, mais qui sont effectuées aux États-Unis. Là-dessus, on a déjà compliqué entre les États-Unis et les Bahamas parce que justement, on est dans un rapport de force très violent dans lequel justement aucun des deux ne veut céder, voire où vont terminer les 3,5 milliards de dollars, et on rappelle qu'il y a quand même encore 400 millions qui sont partis en fumée au moment où il y a eu le hack, et sur lequel il y a une enquête en cours. On continue les nouvelles avec SushiSwap, dans lequel je vous ai déjà parlé de ce qui s'était passé, notamment il y avait quelque chose qui avait été forcé au niveau de la DAO, sur le fait que les liquidités, les fees qui avaient été justement qui étaient générées lors de l'utilisation de SushiSwap étaient non plus distribuées aux holders, mais distribuées directement à la trésorerie du protocole pour pouvoir continuer à construire, parce que malheureusement il n'avait plus assez de fonds, et il n'allait plus avoir assez de fonds, c'est quelque chose qui est passé très difficilement, et là en l'occurrence on parle de changement de tokenomics qui est assez violent, je vous laisse regarder. En l'occurrence, il y a vraiment quelque chose qui est transformé en dur au niveau du sushi, et je pense que les holders aussi vont avoir du mal à encaisser ça. Ensuite, nous avons The Block qui nous rappelle encore une fois que le mining de BTC est très compliqué en ce moment. Il le caractérise comme étant survival mode, et en effet, c'est pas si faux que ça. Ils ont fait une analyse qui est très intéressante sur l'état général de l'industrie, et qu'il ne reste que 19 modèles d'ASIC étant capables d'être positifs actuellement avec des deals électriques cohérents et sur l'ensemble des infrastructures cohérentes. Et c'est très intéressant de voir qu'en effet, oui, on sait que l'industrie est dans le mal, mais pas tous, mais c'est vrai que l'industrie qui vient notamment de 2020 et 2021, qui sont construits dans ces périodes-là, sont pas forcément en positif, et on sait qu'on risque d'avoir d'autres acteurs qui vont arriver. On sait qu'on a eu notamment un très gros acteur qui a fait un chapitre 11 qui représente 10% du hash rate, ce qui est très important, et on sait qu'on va en avoir certainement d'autres si jamais on continue à baisser ou qu'on continue à stagner avec une augmentation qui monte dans les mois qui viennent ou dans cette année 2023. Autre chose à rappeler par rapport à ça, ce n'est pas parce que nous avons des mineurs de BTC qui déposent le bilan que nous avons des dumps de BTC. Justement, le fait qu'ils déposent le bilan, ça veut dire aussi potentiellement que une partie des assets
qu'ils ont vont être vendus, mais ce sera des assets physiques comme les ASIC, et donc à ce moment-là, on risque d'avoir une diminution de la pression baissière, parce que comprenez bien que quelqu'un qui est dans une industrie de la crypto, lui, il bazarde directement sa crypto pour pouvoir payer ses factures et pouvoir rester en vie le plus longtemps. C'est le principe même du dernier survivant, qui est représenté par, justement, le survival mode présenté par The Block. Alors, on continue les nouvelles avec Binance. Binance qui est un petit peu dans le mal pour ce début 2023. Son deal avec Voyager pour l'achat des assets risque d'être retardé parce qu'il risque d'avoir une enquête aux US sur réellement la transaction. Est-ce qu'elle est correcte ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas eu manipulation avant, après? On n'oublie pas le rôle de CZ par rapport à FTX, la chute de FTX avec justement les assets de Voyager derrière. Qu'est-ce qui va se passer là-dessus? À suivre. Ensuite, nous avons un petit tweet très rapide qui a été posté par un des anciens développeurs de BTC qui semblerait s'est fait hacker sa clé. On parle de 200 BTC justement qui ont été volés, qui ont été subtilisés, donc ça reste quand même assez faible, mais ce qui est très intéressant à voir, c'est que c'est quelqu'un qui conservait ses BTC sur Coinbase, Kraken, donc qui n'était pas en hard wallet. Très très intéressant, vraiment très intéressant, et c'est un petit peu la rhétorique que je vous ai présentée dimanche dans la vidéo que je vous ai effectuée, sur lequel justement on allait sur la simplicité. On voit que même un des pionniers au niveau du BTC était sur du centralisé, et non pas sur du hard wallet, et là-dessus c'est problématique, ça nous montre à quel point on a besoin de simplicité. Deux autres petits points, nous avons New Order qui nous présente une jolie analyse sur 2023 et leur thèse. Alors je vous fais très vite, c'est globalement l'année d'Ethereum. Les ZK Rollup n'exploseront pas en 2023, mais ce sera vraiment Ethereum qui explosera avec l'apparition des Layer 3 qui feront de l'ombre à Cosmos. Je vais vous mettre le tweet dans le thread Twitter, et vous avez toute la version longue qui est là, qui est vraiment très bien faite, qui est intéressante, avec une vision différente de ce que l'on a pu lire, voir, donc c'est vraiment intéressant à voir. Concernant la partie économique, aujourd'hui Wall Street est fermé, donc on risque d'avoir peut-être beaucoup moins de volume. Il va falloir être patient. Par contre, à partir de à partir de mercredi, on a les PMI qui commencent à arriver, on a la minute de la Fed, on a ensuite jeudi les PMI qui continuent avec les inscriptions au chômage, et on termine vendredi par justement la création d'emplois, le taux de chômage effectif et les indices PMI non manufacturés qui vont être importants. Donc pareil, on commence directement l'année 2023 avec des chiffres qui vont clôturer globalement l'année 2022 et qui vont donner le ton pour cette année 2023, et ça va être vraiment important pour la suite. On va terminer sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Cette vidéo est sponsorisée par BitGet, donc qui est un échange centralisé que j'utilise déjà depuis un certain temps, qui a une volonté de croissance qui est très forte, qui continue en bear market de recruter et de gagner du terrain contrairement à d'autres exchanges, et on retrouve quelque chose qui est très performant en termes de liquidité, au niveau des futurs, au niveau du spot à 0 frais, du copy trading très intéressant aussi qui fonctionne bien. Je vais vous faire aussi des vidéos dessus pour bien comprendre comment ça fonctionne. On a du earning, on a absolument tout, et c'est sans KYC avec une limite de 20 BTC par jour, ce qui est colossal. À côté, on a un proof of reserve qui est plus que correct, avec un hachage Merkle qui a été mis en place, un des premiers à avoir été fait. On a 244% de réserve, et on se retrouve quand même avec des ratios qui sont juste colossaux, avec 200% sur les USDT. Ça veut dire qu'ils possèdent 244% de la valeur déposée des utilisateurs. Donc là, on est quand même vraiment dans un niveau, au niveau de la proof of reserve, qui est très conséquent, et dans tous les cas, on se retrouve sur un produit qui en lui-même ne cesse d'évoluer, qui a une volonté de devenir leader, ou en tout cas d'être numéro 2, et qui se donne les moyens de le faire, et c'est intéressant de le voir. Donc si vous cherchez une plateforme pour vous diversifier, ou une nouvelle plateforme de trading, n'hésitez pas à essayer BitGet. Avec mon lien, vous avez moins 10% sur les frais, et vous avez des bonus jusqu'à 8000 $, avec l'utilisation du lien qui est en commentaire et en description. Et on commence avec notre récapitulatif habituel de notre hypothèse Heliotis.
où on a terminé nos vagues d'impulsion Eliotis avec vague 1, 2, 3, 4, 5 terminées en avril 2021, retracement A, B, C, B avec extension, C avec extension, nous sommes actuellement en train de retravailler une zone importante, nous avons cassé le 618, nous sommes au-dessus du 786, nous sommes dans une zone de retracement long terme à partir du moment où nous avons cassé le 618, donc nous sommes dans une zone potentiellement intéressante pour faire une politique de DCA à partir du moment où on retient le fait qu'on peut descendre très fortement, aller retester le 786 à 14 800, aller retester le top de la 1 à 14 000, aller chercher le 1,618 à 10 000, 1,618 qui est la prolongation Fibonacci de la A sur le retracement de la B, qui correspond aussi à la zone de support monthly au niveau d'Ishimoku. Donc on a un appel de prix en dessous, appel de prix que l'on retrouve aussi dans le Deep of Market, dans le DOM dans lequel nous avons beaucoup d'ordres qui se situent dans cette zone-là, dans lequel justement les gens attendent qu'on descende plus bas. C'est aussi la schématique que l'on retrouve le plus actuellement sur Twitter ou dans les différents analystes actuels. Si on regarde avec une vision logarithmique et qu'on reprend un petit peu la schématique que je vous ai présentée dans ma vision de l'hebdomadaire, donc samedi de l'année dernière, et oui, il fallait bien que je la fasse à un moment donné, où nous avons cette vision weekly sur laquelle je vous explique tout simplement qu'on est en train de travailler une zone de ranging, parce que quand on termine des vagues héliotistes, généralement il y a deux possibilités, soit on finit sur une zone de ranging, donc on termine cette partie-là, ou sur laquelle on va faire une zone de ranging avant de commencer une vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5, d'accord, quelque chose de très classique, ou on part directement sur une vague 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Pour moi, dans l'état actuel du marché, nous avons une crise de confiance, donc on va avoir une année de stabilisation, qui va être certainement pour moi l'année 2023, qui risque peut-être de commencer mal avec une continuité baissière, mais qui, somme toute, arrivera à se structurer dans une forme de ranging durant l'année 2023 pour préparer principalement rétablir l'état du cours, rétablir aussi la confiance au sein des projets crypto, au sein du BTC, faire oublier FTX, parce que n'oublions pas, on oublie, et oui, n'oublions pas que l'on oublie, parce que mon Gox, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Tout ce qui s'est passé actuellement, en fait, on l'a déjà vu, et ça continue. L'aspect centralisation, c'est quelque chose qui est positif dans la simplicité, mais qui est mauvais dans l'utilisation générale, parce qu'on se retrouve soit avec des hacks, soit des mauvaises utilisations, soit, même pire, des personnes qui abusent totalement, comme on peut le voir, avec FTX et SBF. Donc nous sommes actuellement, pour moi, dans une entrée de ranging, dans lequel on risque d'avoir une oscillation, ranging qui va de 15 000 à 25 000, avec potentiellement une extension jusqu'à 13 000, moi ça me semblerait logique d'aller faire un petit wipe à un moment donné, alors que ce soit maintenant dans une continuité baissière, ou que ce soit sur une phase d'accélération, puis de descente, un petit peu comme on a pu voir dans les différentes années. Donc il y en a une qui serait représentative de 2015, l'autre qui serait représentative de 2018, un petit peu dans les différents bear markets qu'on a déjà eu, mais pour moi nous sommes vraiment dans une phase ascendante dans lequel on voit que on a aussi une divergence weekly qui est toujours présente et qui le sera toujours. La macroéconomie pèse énormément, mais la macroéconomie, on va le voir, commence à se structurer dans quelque chose qui est intéressant, et on risque d'avoir potentiellement la fin 2023 qui soit positif et ce qui serait cohérent avec notre zone de ranging. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur du court terme? Très intéressant, on va revoir dans cette crise de SBF, dans cette crise de FTX, dans lequel nous avons fait la chute effective ici, et qui nous a laissé une accumulation de week-off, donc nous sommes dans un grand STB, ceci est un grand STB, et dans ce STB, nous avons une accumulation de week-off, avec, pareil, SC, AR, ST, STB, d'accord? Je répète, je réexplique. Nous avons une tendance baissière qui s'arrête en faisant le selling climax, on retrace, on fait l'automatique rallye, on va retester à travers un secondary test, et on enfonce avec un secondary test phase B, dans lequel on structure avec en plus un break of structure haussier qui est plutôt positif, alors qui est certes méché, donc dans lequel on n'a pas structuré au-dessus, mais qui est plutôt positif en termes de structure pure et dure. Le but, de toute façon, d'une accumulation week-off, c'est quelque chose qui s'apparente à une forme de ranging, dans lequel on crée des résistances hautes et basses, dans lequel on va aller chercher à travers des mèches. On va aller chercher
la résistance basse avec la mèche, on est allé chercher la résistance hausse avec la mèche, donc on a pris les liquidités hautes et basses, et on continue à ranger déjà depuis un certain temps. Après, c'est vrai que la fin d'année a entraîné ici une période de compression colossale, nous avons ici une limitation très très forte de la volatilité, ce qui entraîne aussi une compression des liquidités, mais qui somme toute est assez marginale par rapport à ce qu'on a déjà pu connaître, mais qui existe. Donc il faut à un moment donné l'expliquer et expliquer que ici nous avons beaucoup de shorts qui sont positionnés ici, très peu de longues qui sont positionnées ici, même si on a encore un petit peu des longues, mais les shorts ici sont présents, mais assez faiblement, hein. Je veux dire vraiment, on retrouve très peu de volume actuellement sur cette fin d'année, donc je pense qu'il va falloir patienter avant d'avoir une résolution. On n'aura pas de résolution, je pense, aujourd'hui. Il est possible qu'on en ait une avec l'ouverture du marché américain demain, mais je trouve qu'on est quand même un petit peu faiblard actuellement, et on va aller faire un petit tour rapide sur la volatilité. On va prendre ce graphe-là, BTC vol, on va aller chercher la volatilité du BTC, hop, on est sur celle de 7 jours, et on reprend celle de 7 jours que je vous avais présentée déjà plusieurs fois. Cette fois-ci, on est en weekly, et je sais pas pourquoi c'est pas noté, ce n'est pas grave. On voit qu'on avait cette tendance de volatilité 7 jours sur lequel on avait notamment une grosse impulsion qui se faisait, et même on voyait que on se disait que potentiellement on n'allait pas baisser. Bon, bah là on voit qu'on est en train de chuter très fortement, et on est pas loin de ce niveau le plus bas, d'accord? Donc on continue toujours à écraser la volatilité. Cet écrasement de volatilité entraîne la préparation d'un mouvement aussi, d'accord? À chaque fois qu'on reste dans une extrême volatilité, on repart à la hausse très fortement en termes de volatilité, donc c'est-à-dire qu'on a un mouvement très fort. Là-dessus, quand je dis repartir à la hausse, malheureusement, c'est la volatilité qui repart à la hausse. Ça peut être une volatilité qui entraîne un mouvement baissier, d'accord? Mais ça veut dire que surtout, on risque d'avoir, dans la semaine qui vient, quelque chose d'excessivement volatile, avec une libération de la compression de cette fin d'année, qui va marquer le premier vrai mouvement en 2023, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur d'autres acteurs, comme par exemple le SP500, ou même si c'est bien moins marqué que le BTC, on l'a aussi, et il faut le prendre en considération. Alors là-dessus, ça change assez peu. Sur l'idée générale que j'ai, c'est toujours aller chercher ici cette zone 16 000, 15 500, dans lequel nous avons un OB d'achat avec un retest du SC potentiel. On a un imbalance qui se trouve là, qui me paraît tout à fait cohérent en termes de gestion de prix, en termes de cohérence du marché. Est-ce qu'on ira faire un short squeeze avant pour aller retester les 17 300 avant de faire la chute? Peut-être, ça va dépendre vraiment des liquidités que l'on va retrouver à ce moment-là. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre maintenant, parce que les liquidités sont tellement faibles que ça ne peut pas justifier un mouvement fort. Et si on regarde un petit peu l'order flow, on voit que on a quand même des choses qui sont intéressantes, mais pas vraiment marquant. C'est-à-dire qu'on voit que on a le CVD spot qui commence à repartir à la hausse. Ça c'est plutôt positif, et c'est peut-être aussi synonyme d'un retour, d'un retour de la volatilité. Peut-être, parce qu'on avait un CVD qui était en train de s'enfoncer depuis 15 jours. Mais ce qui était logique, personne ne voulait acheter sur une période où on arrivait en décembre pour une fin 2022, avec une préparation de 2023, dans lequel on est rempli d'incertitudes. Donc le CVD, c'était normal. Le pair, on se retrouve sur une forme d'accumulation long terme, dans lequel on pourrait avoir un retour haussier du CVD. Perte, donc ça veut dire un retour haussier de justement la volatilité, ce qui est plutôt positif. Là ça confirme ce que je viens de vous expliquer avant. Par contre, au niveau des volumes, au niveau des positions, au niveau des long short account sur Binance, on voit qu'on est toujours très stable, ça ne bouge absolument pas. Sur les positions des top traders, on voit qu'on est dans une phase de consolidation, donc pour l'instant ça, il n'y a pas de signe, c'est représentatif de ce que l'on voit ici. D'accord, c'est vraiment représentatif de ce que l'on voit là, ça ne change pas, il n'y a rien qui est en train de se préparer actuellement. Pareil, on voit l'open interest qui est dans la même schématique, donc pour moi, il n'y a rien de nouveau, on reste toujours dans cette idée-là, il n'y a rien qui est en train de se préparer. Donc l'order flow, pour une fois, ne nous donne aucune indication. Pour moi, pour avoir vraiment un impact, il faudrait qu'on ait une prise de position des top traders avec une augmentation de l'open interest, d'accord? Augmentation de l'open interest égale augmentation du PERP, des futurs, dans lequel on va aller être agressif, et dans lequel on risque d'avoir après une tendance qui va se noter principalement par les top traders dans un premier temps, et qui va normalement
justement rogner directement sur la totalité des comptes de Binance. Ça va être à déterminer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on n'a pas cette vision-là. Alors, on va faire un tour sur le DXY, on voit qu'on est toujours aussi dans une zone de ranging, très intéressant sur le long terme, où on voit que, justement, on a un travail du prix qui potentiellement pourrait être une forme d'accumulation qui est pas encore assez marquée, à mon goût, qui est pas encore assez marquée. On pourrait avoir une forme d'accumulation pour pouvoir faire ici potentiellement un STB, retest haussier avec un break of structure, retest baissier, pour ensuite aller retravailler les 109, qui serait une cohérence avec un retest baissier du Nasdaq et du SP500, une stabilisation du BTC avec un retest des 13 000 du BTC, pour ensuite entamer une continuité baissière et enfoncer, et à ce moment-là, un redépart haussier général du marché pour, globalement, le printemps 2023. C'est un petit peu la typologie que j'ai depuis un certain temps. On va juste montrer un petit quelque chose que je vous ai montré pour ceux qui étaient dans l'hebdomadaire, mais que on a bien ici une sacrée bougie qui a été totalement ravalée sur le test qui a été effectué, et on voit bien que là on a eu ce ravalement suffisamment fort dans lequel on est en train de retester les années 2016 et 2017, d'accord, au niveau. C'est le niveau où nous sommes. Donc soit ça sert de support pour repartir à la hausse et aller retester ici, soit on enfonce, et si on enfonce, bon c'est une continuité baissière. Et quand on regarde un petit peu sur le long terme, ce qu'on voit comme forme de tendance, c'est pas une tendance qui est haussière, d'accord, c'est une tendance qui est majoritairement baissière. Sauf si on considère que nous avons déjà fait le break de tendance ici, et dans lequel on repart tiré, justement, sur un retest, pour pouvoir repartir à la hausse, et quelque chose qui casserait justement les 121. Clairement, avec un DXY à 121, ce serait pas positif pour l'ensemble de l'économie mondiale. Et même pour l'économie américaine, ça ferait certes un afflux de capitaux massif, mais du coup sur la politique d'importation et d'exportation, ça changerait pas mal de choses dans la balance économique américaine, et certainement structurelle. Ensuite, on va faire un petit tour sur le Nasdaq. Nasdaq, clôture annuelle, pareil, grosse bougie, mais qui est somme toute bien moindre que celle qu'on a connue en 2008, donc potentiellement avec soit une continuité baissière sur ce début d'année, ou un retournement. Actuellement, c'est les deux hypothèses. On va repartir en journalier pour voir un petit peu ce qui est en train de se passer, et on voit que on a principalement sur les derniers jours de 2022 clôturé à la hausse. C'est exactement ce que je vous avais donné comme information, avec quelque chose qui a été assez puissant pour jeudi et dimanche, et vendredi on voit qu'on est reparti assez fort. Là actuellement on n'a pas de mouvement parce que on n'a absolument rien sur les marchés, et ce sera le cas jusqu'à demain. SP500, même schématique, dans lequel on a eu une bougie baissière annuelle très forte, mais qui n'a pas ravalé, et dans lequel on a clôturé au-dessus, d'ailleurs, qui montre à quel point le SP500 est beaucoup plus fort que le Nasdaq, hein. D'accord, je vous avais fait les ratios Nasdaq et SP500 pour vous montrer, et on voit que le SP500 surperforme un petit peu tout actuellement, ce qui est aussi logique par rapport à la composition du SP500. Alors, on va, pareil, regarder les clôtures journalières de la fin d'année, où on voit que, en effet, on a eu une clôture qui a été sans aucun mouvement ici, avec qui est un petit peu rouge, mais on va dire que ça a validé pour moi vraiment la bougie précédente. Donc on a clôturé une année 2022 sur une phase de travail du cours très intéressant, dans lequel le SP500 marque vraiment quelque chose de beaucoup plus bullish, hein. Quand on regarde, qu'on compare un petit peu les deux, on voit que le Nasdaq est vraiment dans une continuité baissière très marquée, très fort, sur lequel on a eu vraiment des grosses bougies baissières, alors que le SP500 est plutôt fort. Et ce qui est en même temps logique, parce que, pour rappel, le Nasdaq, c'est les valeurs technologiques. Les valeurs technologiques sont un investissement sur le futur dans lequel on a une vision du futur qui est fort à partir du moment où on n'a pas d'incertitude dans le présent. Actuellement, on est rempli d'incertitudes, on a des problématiques géopolitiques, on a des problématiques d'inflation, on a des problématiques économiques, donc on a une guerre, on a tout ça internationalement qui, justement, impacte tout, et notamment les valeurs technologiques. Derrière, à partir du moment où on aura une stabilisation de tout ça, les valeurs tech repartiront à la hausse. C'est quelque chose qui est classique, qu'on a déjà vu et qu'on connaît déjà depuis un certain temps. Et on va terminer sur quelque chose aussi qui est intéressant, qui est une vision 3 mois, cette fois-ci, des bounds, du yielding des bounds des justement trésors américains, pour voir un petit peu où on en est, les bons trésors, dans lequel on voit
que on a ces obligations qui sont plutôt dans une forme de résistance où on est arrivé. Quand on tire une droite de tendance entre ce qui s'est passé en 89, ce qui s'est passé en l'an 2000, on se projette exactement où on est là, avec une extension de mèche, oui, dans lequel on a ravalé, et clôturé le trimestre. Donc nous sommes bien ici au-dessus de ces droites de tendance dans lequel on pourrait avoir un rebond effectif. Pour rappel, là actuellement ce que je vous présente, c'est la représentation de la différence entre le yielding, donc c'est-à-dire la rentabilité d'une obligation à 2 ans, et une obligation à 10 ans. Normalement, on devrait être en positif, parce que on devrait avoir celle de 2 ans qui est moins rentable que celle de 10 ans. Là, actuellement, ce n'est pas le cas, et c'est un schéma qui est représentatif aussi d'une incertitude du marché. Alors, beaucoup de personnes considèrent que ça, c'est un indicateur d'une récession à venir. Moi, j'ai plus tendance à dire que ce n'est pas un indicateur d'une récession à venir, c'est un indicateur de la représentation du pricing du marché sur la récession qui est à venir. C'est-à-dire que là, c'est la représentation du marché sur la récession à venir. Une récession qui est basée sur 2 ans, puis une fin de récession sur les 10 ans. D'accord? On voit bien, en fait, cette idée-là. C'est-à-dire que ça va être très compliqué, plus risqué maintenant, dans 2 ans, parce que le marché est en train d'anticiper une récession, et que dans 10 ans, ce sera beaucoup plus simple, donc ça veut dire beaucoup moins risqué, donc beaucoup moins rentable, d'où le taux de l'obligation qui est moins forte que celle de 2 ans. Donc pour moi, c'est plus une représentation du marché, et généralement, quand on suit un petit peu ce qui est en train de se passer, on devrait ici repartir à la hausse. C'est quand même relativement chirurgical ce qui est en train de se mettre en place au niveau du retest, et à savoir que quand on regarde en daily et en weekly, on voit très bien qu'on a une divergence haussière déjà depuis un certain temps qui est en train de se valider avec un potentiel break-off structure qui pourrait arriver. Là on voit bien cette divergence haussière. Donc ce que l'on attendrait, ce sera un break ici des 15, donc des moins 0,15%, pour ensuite retacler les zéros. Et une fois qu'on repartira à zéro, il faudra recréer la distance, même si je pense que personnellement ça prendra du temps, comme on a pu le voir justement dans le passé, où on peut avoir des zones ici de structuration. Même si, généralement, on part quand même assez fort à la hausse, quand on regarde ici sur la fin de dot-com, sur ici 2007-2008, ou quand on regarde ici cette zone-là, c'est la seule zone dans laquelle on a retravaillé. Bon, à déterminer ce qui va se passer, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va repartir sur quelque chose qui va se ranger au-dessus de 0 pour pouvoir travailler avant de repartir à la hausse? Donc ça veut dire qu'on va avoir une incertitude du pricing au niveau des marchés, ou est-ce que le marché va directement polariser et s'inverser dans son pricing et avoir quelque chose qui part comme ça, comme une flèche, en hausse? Ça veut dire qu'on aura un yielding qui repartira sur une courbe classique entre 2, 5, 10, 20, 30 ans, donc quelque chose qui serait beaucoup plus normal au niveau de l'économie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on termine cette vidéo ici, et encore une fois, merci de tout ce que l'on a fait ensemble en 2022, du support que vous me donnez dans les commentaires continuellement tous les jours, ça me fait grandement plaisir, et je voulais vous remercier, et je vous assure que 2023 va être une excellente année pour nous, en tout cas, dans lequel on va travailler, on va préparer justement ce prochain bull run qui arrivera peut-être en 2023, peut-être en 2024, mais en tout cas, le fait d'être là tous ensemble, c'est que on y croit et que justement, on prépare ce qui va arriver. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.